La première table ronde, elle s'appelle Bolloré et les médias, la démocratie en péril, point d'interrogation. Voilà, il y a peut-être qu'il y a la réponse dans la question. Je vais vous présenter d'abord Jean-Baptiste Rivoire, tu es journaliste d'investigation. Tu travaillais à Canal+ avant. Ça, c'était avant. Et bizarrement, après, non. Voilà, après, non. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? On le verra, hein, le suspense est total. Peut-être ça a un lien avec la personne dont on va beaucoup parler ce soir. Peut-être la personne qui est sur cette affiche, on ne sait pas. À ses côtés, à votre extrême gauche, il travaille sur Mediapart, qui est, je cite, une petite officine de voyous, selon Claude Guéant. Ce à quoi Mediapart a répondu d'ailleurs, c'est celui qui le dit qui y est. Très très bonne répartie. Younes Abzouz est avec nous. On peut l'applaudir. On t'appellera donc le voyou pendant toute la soirée. Et enfin, entre les deux, une journaliste également. Alors plus surprenant parce qu'elle travaille sur CNews. Et elle a eu le courage de venir quand même. Pas du tout, mais c'était pour voir votre réaction quand même. T'as vu ce petit flottement là quand même? Ça m'a bien plu. Non, on a invité Laurence Ferrari et Pascal Praud, mais ils ont pas les féministes, ils les embauchent pas. Hein. Non, non, ils ont trop peur. Et c'est dommage que les autres soient pas venus, mais bon, tant pis. Hein. Ils étaient trop occupés à faire des liens entre la disparition des ours polaires et les Arabes. Non, on peut applaudir Pauline Bock qui travaille pour Arrêt sur Image. Merci à vous trois d'être venus. Comment on va faire? On va faire une petite demi-heure de papotage entre nous. J'ai des questions. Et puis après, vous en aurez certainement aussi qui vont venir quand on va discuter. Donc, on fera passer un micro. Et comme ça, on fera un petit quart d'heure sur cette première table ronde. Ça vous va? Si ça vous va pas, c'est pareil. Hein. C'est vraiment mon côté macroniste. Je demande votre avis, mais en réalité, je m'en fous. Bon. Jean-Baptiste, j'ai envie de commencer par toi. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est... Déjà, comment c'est passé pour toi, personnellement, comment tu as vécu de l'intérieur la mainmise de Bolloré sur Canal+? Alors, je vais faire court parce qu'on est plusieurs à parler et sûrement que ça sera un peu interactif après, avec plaisir pour vos questions. Non, le truc, il faut bien piger sur l'arrivée de Vincent Bolloré à Canal en 2015. C'est ce qu'on voit dans les médias. Il arrive en 2015 au capital de Vivendi et il arrive à être un actionnaire majoritaire, donc il contrôle Canal. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que l'histoire commence 4 ans avant, c'est moins connu. L'histoire commence à la fin du quinquennat Sarkozy. Pourquoi? Parce qu'en fait, Nicolas Sarkozy, qui avait dans ses mains pas mal de médias et comme copain pas mal de patrons de médias, notamment TF1, etc., avait quand même un problème parmi d'autres, c'était Canal. Canal l'emmerdait pour plein de raisons, l'investigation, le zapping, les guignols, etc. Et il faut savoir qu'il a passé tout son quinquennat à taper très très fort ses petits pieds par terre d'énervement pour essayer que les actionnaires, les patrons de Canal virent les guignols, ferment leur gueule aux uns aux autres, etc. Et bizarrement, malgré le fait qu'il était président, il n'y arrivait pas. Parce que voilà, à la tête de Canal, il y avait des gens qui n'arrivaient pas un peu à museler les guignols, c'était compliqué. Et en fait, à un moment donné, Jean-René Fourtou, le patron de Vivendi, en 2011, va voir Nicolas Sarkozy en disant « Tu es quand même tellement génial, Nicolas, on va essayer de te faire réélire. » Et Sarko lui dit « T'es bien gentil, mais avec tes guignols qui me critiquent toute la journée, c'est quand même compliqué. » Et Fourtou n'y arrivait plus en fait à tenir sa boîte. Et à ce moment-là, il crée... Donc, tu veux dire que Sarkozy, il avait peur de marionnettes en mousse, concrètement? Voilà, c'est un peu ça. Et Fourtou crée secrètement ce qu'on appelle le groupe Fourtou. On est en 2011 pour essayer d'aider Sarkozy à être réélu avec des gens importants de TF1, etc. C'est pas connu à l'époque, c'est discret, ça se réunit discrètement avec des conseillers, d'ailleurs des conseillers de Bolloré dans la boucle. Et à un moment donné, Fourtou se dit en fait, j'y arrive pas. Le seul type qui va y arriver, parce qu'il est réputé pour avoir une poigne éditoriale, c'est Vincent Bolloré. Et donc il y a une ruse qui se met en place secrète en 2011 où Bolloré va donner ses 2 chaînes gratuites à Canal en échange des actions Vivendi. Et il va commencer à monter dans le capital de Vivendi dès 2011 en disant à Sarkozy, t'inquiète pas, ces connards de gauchistes, je vais les écraser et les guignols, je vais les fumer. Comme c'est cher, Vivendi, il va mettre 4 ans en fait à arriver au pouvoir. Il faut savoir un autre truc intéressant qui n'est pas très connu, c'est qu'entre 2011 et 2015, il va être beaucoup aidé par la Hollandie depuis l'Élysée à plusieurs reprises. Notamment parce que Hollande a un conseiller, Bernard Poignant, qui est un grand pote de Bolloré, pour démerder des problèmes, s'assurer que la Caisse des dépôts reste au capital de Vivendi. Enfin, il y a beaucoup de coups de main de Hollande. Tu veux dire au moment où Cécile Duflot est ministre du Logement? J'oserais pas on le dire. réglera nos comptes après. Voilà. Et donc, ok, ça se fait petit à petit en soum-soum, comme on dit. Il grignote en soum, et en 2015, il est invité à France Inter, début 2015, et là, je ne sais plus quel journaliste lui dit « Est-ce que vous trouvez ça drôle, les guignols ?» Il parle très peu Bolloré. Hein. Et là, il dit « Ils sont amusants quand ils se moquent d'eux-mêmes, moins quand ils se moquent des autres. » Et donc les guignols se disent c'est quoi ce con qui nous explique ce qui est drôle, et le soir même ils font un sketch pour se foutre de sa gueule qui est super bien d'ailleurs. On est en février 2015 et nous à l'époque on est à la spéciale investigation, on rigole, on dit c'est qui ce con qui nous explique ce qu'on doit faire quoi. Ok, et là tu sens que le vent commence à 3 mois plus tard on est censuré, il prend le pouvoir,
décapite les auteurs des Guignols et vous connaissez la suite, quoi. Mais c'est vraiment un projet politique pour aider Sarkozy à être réélu. Donc ça n'a pas marché en 2012, mais il a à nouveau tenté de l'aider en 2016, avant que Sarkozy tombe à la primaire de la droite et s'écroule face à Fillon, etc. Younes, tu travailles à Mediapart. D'ailleurs, je tiens à préciser que la soirée est en partenariat aussi avec Mediapart. Abonnez-vous à Mediapart. Voilà, c'est pas la seule fois qu'on le dira aujourd'hui. Comment ça se passe quand on enquête aujourd'hui sur le groupe Bolloré sur Canal+. Comment se passent tes enquêtes? Quelles difficultés tu rencontres? Déjà, j'aimerais juste faire un petit point sur en gros, la spécificité de Vincent Bolloré dans l'univers des milliardaires. Des milliardaires possesseurs de grands médias. Donc et voilà, le point commun entre tous, globalement, ce sont des industriels dont l'activité première n'est pas la presse et qui décident d'acheter des médias en général pour mettre leurs intérêts, ou plutôt mettre ces médias dans la roue de leurs intérêts privés. Et Vincent Bolloré, il va ajouter une petite spécificité à cela, c'est le fait que lui, non seulement ces médias, ils servent à présenter ses affaires sous un jour plutôt favorable, mais en plus, il va les mettre aussi dans la roue de sa guerre idéologique, de sa bataille culturelle qui mène dans l'objectif clair de porter l'extrême droite au pouvoir. Tu veux dire par rapport à un Bernard Arnault qui lui juste est un businessman, on peut dire. Exactement. Qui rachète des médias pour faire fructifier ses... Ouais. Bolloré, il rajoute le côté facho, en fait, tout simplement. Voilà. Très bien. Pardon, je te laisse continuer. C'est ça, totalement. Et donc voilà, c'est sa spécificité. Et concrètement, comment ça se matérialise dans les rédactions? Dans des médias, le plus connu d'entre tous, évidemment, c'est CNews. C'est une éditoriale très marquée à droite, avec des choix éditoriaux, en fait, très simplement. Le matin, les chefs se retrouvent environ aux alentours de 9h. Il y a une conférence de rédaction, une petite réunion du matin où on va élaborer un programme de la journée, des thèmes sur lesquels on va discuter. L'islam, l'insécurité. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher dans l'actualité tout ce qu'on peut essayer de raccrocher à ces obsessions que tu as rappelé, l'islam, l'immigration, etc. Et donc on va trouver un fait divers. Si dans ce fait divers, met en cause une personne issue de l'immigration, super, on va faire la matinée avec. Voilà, si par exemple, y a un sondage qui est sorti et qui dit que 80% des Français veulent fermer les frontières, super, on va faire l'après-midi avec. Donc voilà, il y a vraiment une mécanique comme ça qui s'installe. Sans qu'il y ait besoin forcément d'intervention directe de Vincent Bolloré. C'est ça, puisque Vincent Bolloré, c'est assuré de mettre à la tête de ces différentes acquisitions dans les médias des gens qui vont faire le travail pour lui, et il n'aura pas évidemment besoin au quotidien d'intervenir. Mais par exemple à CNews, donc c'est un monsieur qui s'appelle Serge Nedjar, donc qui mène la chaîne d'une main de fer, qui au moment où il l'a reprise en 2015 a viré à peu près tout le monde quand la plupart des journalistes de la rédaction s'étaient mobilisés contre l'arrivée de Jean-Marc Morandini. Donc ça c'était au moment d'ITélé, quand ITélé est devenu CNews. Exactement. Ouais. Et puis aujourd'hui concrètement, en fait, c'est au quotidien CNews, c'est des journalistes en fait qui vont sur le terrain, qui sont des journalistes qui pourraient travailler dans à peu près n'importe quelle autre rédaction en France, qui essayent de faire leur travail autant qu'ils le peuvent. Et puis tu as des présentateurs qui vont récupérer ce travail et vont lui donner une tournure idéologique. Donc voilà, on a des gens qui vont sur le terrain, qui tournent des images et qui ensuite le disent eux-mêmes, se masquent les yeux carrément, ne regardent même pas ce qu'on fait de leur travail, parce que après ils savent très bien que on va tourner tout ça pour faire dire quelque chose qui n'est pas toujours en cohésion avec la réalité des faits. Et toi, tu arrives à enquêter dessus? Tu arrives à avoir des témoignages de gens justement de l'intérieur? Il y a vraiment pour le coup un climat de peur. Nous, quand on avait fait avec mon collègue David Perrotin une grosse enquête qu'on a sortie l'année dernière, et à ce moment-là, on avait réussi à parler vraiment à une grosse quantité de journalistes de la rédaction de CNews. Et puis on a senti que pendant notre enquête, il y a eu vraiment des moments où en fait, quand c'est remonté aux oreilles des chefs, des petites consignes, quoi. Il y avait des petites consignes. Et à tel point qu'en fait, il y a carrément Pascal Prain à un moment donné qui dans son émission dit on sait que Mediapart enquête, et il lit même en direct le message
qu'on a envoyé à plusieurs journalistes de la rédaction, en fait, où ils nous reprochent en gros de faire notre travail, d'enquêter. Ouais. Mais sauf que Mais l'objectif. pour eux, ça doit le surprendre, quoi. Il a jamais vu ça. Voilà, c'est ça. Et surtout, l'objectif, il est clair. L'objectif, c'est de dire aux journalistes qui seraient tentés de témoigner auprès de nous, on sait que vous avez été démarchés, donc gare à ceux qui C'est de oseront l'intimidation. parler. Ouais. C'est clairement de l'intimidation. Et il y a une anecdote aussi que AOF Investigation dont vous avez parlé et qu'on a aussi documenté nous à Mediapart, c'est l'histoire du caca gate. En gros, le caca gate. Alors ça nous intéresse. Alors, C'est le croustillant. Cacagate. Le caca gate, en fait, c'est un jour, donc dans les sanitaires de CNews, des locaux de CNews, on découvre qu'une personne en fait a maculé de ses excréments CNews sur les murs des toilettes. D'accord. Voilà, en gros. Et donc à partir de là, évidemment, l'état-major de la chaîne est complètement furieux et cherche à trouver l'auteur de ces faits-là. Et c'est là que va vraiment s'enclencher la mécanique de la terreur propre au management de CNews, où en fait on a le chef Cernetjar qui va envoyer des mails internes pour dire nous allons envoyer la police judiciaire relever les empreintes de la personne. L'ADN. Nous retrouverons cette personne. Bon, évidemment, ils l'ont jamais retrouvé, mais. Ah merde, je pensais que tu allais nous faire la révélation. La police judiciaire avait peut-être autre chose à faire. Mais il a c'est dit qu'il allait chercher l'ADN du caca. Pauline, est-ce que tu étais au courant de cette histoire Pauline Mock, donc tu travailles à Arrêt sur Image d'ailleurs, je le dis, abonnez-vous aussi. Oui, à Arrêt abonnez-vous, sur oui, Image. tout à fait. Voilà. Ouais. Tu étais au courant de cette histoire Ouais, je l'avais lu sur Mediapart et sur Investigation. Et bizarrement, personne ne veut nous parler à CNews. On comprend pas trop. On aimerait bien les inviter sur le plateau d'Arrêt sur Image, mais ça marche jamais. Non, mais ils sont très occupés. Après, en même temps, même BFM veut plus nous voir. Donc, Ah oui, oui, oui. Donc bon, comme ça, au moins. Et vous vous remettez jamais en question, c'est pas possible ça. On Vous essaie. voyez que les gens veulent plus vous parler. On a parlé avec Younes de CNews, mais est-ce que tu peux nous parler de la façon dont les médias Bolloré se nourrissent entre eux? Parce qu'on maintenant on voit qu'il y a un vrai, je sais pas comment on peut appeler ça, un écosystème médiatique. C'est un circuit fermé en fait carrément. Voilà, un C'est circuit vraiment fermé. l'info en circuit fermé parce qu'en fait, comme tu le disais, le matin sur CNews, on va avoir un sondage par exemple sur 80% des Français veulent fermer les frontières. Et en fait, si c'est un sujet suffisamment important, on va le retrouver dans les autres médias Bolloré. Alors déjà parce que tous les médias Bolloré ont globalement les mêmes consignes, la même ligne éditoriale qui s'approche plutôt d'une ligne idéologique. On peut les rappeler, les médias Bolloré, même s'il y en a beaucoup, donc on les a pas tous en tête, mais genre il y a donc les principaux. Anciennement iTélé devenu CNews, Europe 1 qui en 2021 a été racheté par Bolloré, et le JDD qui a été racheté, j'allais dire l'année dernière, mais c'était en 2023, par Bolloré également. Alors après, ça c'est les principaux, puis après il y a C8 qui dépend en fait de Canal, qui est complètement contrôlé par Vivendi, donc Bolloré. Et en fait, c'est important de le citer parce que c'est là que jusqu'à très récemment, il y avait TPMP, donc Touche pas à mon poste, présenté par Cyril Hanouna. Qui va bientôt s'arrêter. Alors là, il est passé en mode full Trumpiste. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières émissions, mais voilà. Donc ça, c'est les principales. Et donc globalement, si on a une grosse affaire, par exemple, il y a un jeune qui est mort à j'ai oublié le nom du bled. Et il y avait une rixe à la sortie d'un bar. Ouais, à Crépol, merci. Ah oui, à Crépol. Typiquement, Crépol, ça fait une semaine et demie sur tous les médias Bolloré. Et on en parle sous tous les angles, sous tous les aspects. Parce que c'est des jeunes de quartier, une rixe entre des jeunes de quartier. C'est ça. En gros, c'est des jeunes de quartier qui sont venus taper des bons Français. Et donc, il y en a un qui est mort. Et alors, on va pleurer le jeune Thomas pendant une semaine sur CNews, mais aussi sur Europe 1 et aussi dans le... alors, le JDD, c'était juste avant qu'il soit racheté. Mais globalement, maintenant, le JDD fait complètement partie de ce circuit fermé. Et donc, le matin, Pascal Pro, il y a même carrément les mêmes personnes qui vont sur différentes chaînes. Mais même carrément, c'est diffusé en même... Enfin, c'est News Europe 1, je crois ils ont des... Pascal Pro, c'est en même temps, mais après, il revient. Parfois, il est aussi au micro directement d'Euronews. Mais oui, son émission du matin, l'heure des pros, elle est diffusée en même temps sur CNews, sur le plateau de CNews où il est, et aussi au micro sur l'antenne d'Europe 1. On le retrouve aussi dans le JDD parce que bien sûr, il a plus assez de Pascal Pro, il y en a toujours plus. Donc il va réécrire globalement un des éditos qu'il a eu dans la semaine, il va le
copier-coller, hein. Ouais. Ça n'a pas vraiment changé. Il va changer 3 mots, il va le republier dans le JDD. Laurence Ferrari qui présente CNews, enfin une autre émission sur CNews qui s'appelle Punchline, elle aussi, elle a un édito dans le JDD. Sur Europe 1, tu vas retrouver par exemple Cyril Hanouna qui vient donc de C8 et de son émission Touche pas à mon poste. Lui, pendant les élections, on a viré Sophie Davant on a viré quelqu'un d'autre d'une tranche horaire qui convenait bien. Je dis on, mais c'est Bolloré évidemment. Tu t'es trahi. Pour en fait mettre Cyril Hanouna déblatérer des trucs, tout simplement parce que Touche pas à mon poste avait fini sa saison puisqu'on était en juin quand il y a eu les élections. Oui, il y a eu les élections législatives. Mais ils sont pas, en fait, ils sont pas beaucoup, quoi. C'est toujours les mêmes personnes que tu retrouves. Parce que moi, ça, c'est mon côté optimiste. Je me dis, finalement, ces journalistes, ils sont assez peu nombreux. Le problème, c'est qu'ils sont beaucoup à écouter quand même, parce que CNews a dépassé BFM TV l'année dernière comme première chaîne d'info française. Donc malheureusement, de l'autre côté du poste, ceux qui lisent ou qui écoutent ou qui regardent, ils sont quand même pas mal. Comment t'expliques ça, quoi, en tant que c'est pas compliqué de faire du CNews. Hein. T'as pas besoin d'une formation journalistique. Tu trouves 1 ou 2 faits divers, t'invites 5 personnes qui globalement se ressemblent et pensent pareil pour en débattre, et puis ça dure toute une journée. Donc oui, mais comment t'expliques le succès c'est comme c'est comme écouter un débat entre 3 personnes qui pensent la même chose. C'est facile, il n'y a pas de besoin de réfléchir en fait en regardant ça. Pourquoi les gens sont devant? C'est ça la question. Oui, Jean-Baptiste. Je ne sais pas pourquoi les gens sont devant CNews, mais après, c'est peut-être plus facile de désigner des cibles. Nous, on a fait un doc récemment à Off Investigation qui s'appelait Médias de la haine, objectif guerre civile. Et en fait, on a regardé ces médias, notamment Bolloré, mais pas que, parce que les autres milliardaires sont parfois gratinés aussi. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces gens, les gens qui sont sur ces plateaux sont embauchés par ces milliardaires, ils ne sont pas choisis par hasard et ils ambiancent un peu la galerie. Et en fait, en gros, ils désignent des cibles. Et si vous regardez historiquement les dernières années en France, vers 2018, fin 2018, il s'est passé des trucs en France avec des gens qui étaient habillés un peu en jaune dans la rue, je ne sais pas ce qu'ils avaient. Et donc, ces grands médias, beaucoup ont tapé sur ces gens. Alors, un coup parce qu'ils étaient du RN, de LFI, ils étaient cons, ils étaient débiles, ils avaient tous les défauts de la Terre. Enfin, ils dérangeaient les puissants, ils menaçaient le système, quel que soit leur rapport politique, et ça faisait peur au système. Donc, le système les a traités de débiles pendant à peu près quelques mois et a oublié de voir que la police leur tirait dans les yeux et les éborgnait. Bon, après, c'est les cibles récurrentes, c'est les immigrés, les arabes, les musulmans, je vous apprends rien. Après, ça a été les Palestiniens qui sont quand même qui ont le tort de mourir sous les bombes avec des enfants, donc ça c'est quand même terrible. Donc en fait, ces gens cherchent des cibles. Et moi, ce que je me suis un peu dit, c'est qu'au moment des Gilets jaunes, c'est une crise majeure dans l'histoire politique française. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens très à gauche et très à droite qui sont tous dans la rue, avec en gros, il y en a marre qu'on puisse pas remplir nos frigos, qui se foutent de notre gueule là-haut, qu'il y ait de l'évasion fiscale. Bon, et l'arrogance de Macron, évidemment, a beaucoup aidé à fédérer la population de manière massive. Et je pense. C'est vrai qu'il a rassemblé pour le coup. Ouais, il a grave rassemblé à ce moment-là, en marche vers lui, en marche vers l'Élysée. Et donc lui et ses amis milliardaires, à mon avis, se sont mis à flipper parce que si l'ensemble de la population se dirige vers l'Élysée, nous on avait fait des interviews de flics qui nous disaient on avait peur qu'ils arrivent jusqu'à l'Élysée, qu'ils fassent tomber les grilles. Il y a eu une vraie peur au pouvoir à ce moment-là. Il y a même un jour, vers le 8 décembre 2018, où il y a un hélicoptère qui est prêt à évacuer Macron. Il ne faut pas minimiser ça. En fait, on est puissant parce qu'on est 60 millions. Macron lui-même, il a flippé. Il y a eu plusieurs jours en décembre 2018 où Macron était terrifié. Il a grave flippé. Mais ça ne répond pas à ma question. Je ne suis peut-être pas journaliste, les amis, mais je me souviens de ma question, qui était comment vous expliquez que les gens regardent autant ? Alors que c'est vraiment très, très pauvre en information, puisque c'est... Je te jure, je termine en 10 secondes. En tout cas, après cette crise, et ils se sont menacés, à mon avis, ils se sont dit, il faut fracturer ce peuple absolument, il faut diviser pour régner, un grand classique, et si on peut les opposer les uns aux autres, donc droite-gauche, blanc, bronzé, tout ce que vous voulez. Et je pense que la stratégie profonde de Bolloré, en fait, c'est de refractionner la population, de monter les uns contre les autres, et donc de pousser un peu une espèce de guerre civile civilisationnelle pour protéger ceux qui profitent du système en haut, quoi. Après, pourquoi les gens regardent ? Après, il y a des gens qui adorent haïr leurs voisins. Hitler était populaire. Ah, point Godwin, c'est le premier de la soirée. Bien joué. Younes, qu'est-ce que tu voulais réagir ? Pour peut-être essayer d'expliquer pourquoi il y a autant de gens qui regardent CNews. Déjà, c'est aussi à voir avec la méthode Bolloré qui consiste non pas à créer des médias, mais à reprendre des médias qui ont pignon sur rue, qui ont déjà une assez bonne réputation et de les transformer en médias réactionnaires. Et donc, de fait, il y a probablement une partie de l'audimat
format de CNews, enfin de l'ancien iTélé, qui est resté sur CNews et qui Europe 1, c'est par pas le cas. habitude. Europe 1, il a vraiment remonté le truc. Carrément, mais Mais- il y a aussi peut-être une autre explication, évidemment ça n'explique pas tout ça. Hum. Il y a une autre explication qui est que, en fait, quand on regarde par exemple le profil sociologique des gens qui regardent ces news, on se rend compte que contrairement à la plupart des autres médias, que ce soit ceux de France Télévisions, BFM TV ou toute autre chaîne, où c'est relativement conforme à l'électorat français, chez CNews, c'est des gens très majoritairement qui s'auto-désignent, donc qui revendiquent d'être de droite ou d'extrême droite. Donc en fait, on a là un modèle économique qui a été trouvé, qui est à peu près calqué sur ce que fait Fox News aux États-Unis, BNews aussi plus récemment au Royaume-Uni, qui est en fait de se dire en fait on va parler, on accepte de parler à une petite partie de la population, mais qui est suffisamment nombreuse de fait pour réussir à réaliser des succès d'audience. Et pour rebondir là-dessus, Ouais, vas-y. je ne sais pas si vous vous souvenez du pourcentage de gens qui ont voté FN il y a un peu plus de 6 mois. Et c'était 11%. Et 11% de 60 millions, ça fait beaucoup quand même. Donc ça fait beaucoup de Ouais. gens qui regardent CNews. Oui, mais c'est toujours le fou la poule. On se Ouais, demande c'est ça. qui, c'est ça, qui a commencé, comment ces gens sont venus. Il y en a sans doute qui sont rajoutés après. Mais Ouais. bon, en 2002, ils étaient déjà suffisamment. Oui, pour, oui, bien sûr. Il y a être déjà développés au une. deuxième tour. Donc. Jean-Baptiste. Une toute petite réponse un peu provoque, un peu en creux, mais moi je sais pas s'ils font des cartons d'audience, mais c'est vrai que ça monte sur ces chaînes facho et réac. Mais moi je regarde aussi que fait l'audiovisuel public, parce que Hanouna, moi j'aime pas, mais il fait une émission, on va dire populaire, populiste, ça gueule, il y a du monde, ça se déchire, etc. Vous regardez France Télé, on est quand même sur des émissions où je trouve qu'Ernotte a quand même extrêmement peur de toute opposition qui pourrait quand même déranger le président. C'est que des intellectuels à peu près politiques, enfin je caricature, hein, mais des gens très bien, je veux dire des gens vachement bien, chez Rissouli, etc. Mais c'est quand même très cerclé. C'est sage, quoi. Il n'y a C'est pas des de spectacle. intellos, Là, ouais. c'est sage, c'est des gens qui sont vraiment dans le système. La population, c'est pas des émissions populaires sur France Ouais. Télé. Je suis désolé de le dire. Et je pense qu'au bout d'un moment, cette espèce d'élitisme intellectuel, souvent parisien en plus, c'est pas la France, quoi. Et l'audiovisuel public s'est enfermé dans un espèce de truc un peu conformiste. Et je pense que Bolloré en profite pour faire une émission hyper populiste. Mais après, que fait l'audiovisuel public, quoi? Pauline, Alors, ouais. oui, tu parlais d'Hanouna. Moi, je pense que c'est fondamental en fait, parce que Hanouna, donc touche pas à mon poste, ça a commencé quand C8 n'était pas encore la propriété de Vivendi, donc de Bolloré. Et en fait, ça n'a pas commencé comme ce que c'est devenu. C'était. Je vois, ça a même commencé sur France 4, non? Ouais, ça a commencé sur France 4, je crois. Ouais. Ouais. Et surtout, à la base, c'était. On n'en est pas spécialement fiers, mais Hanouna connaissait Arrêt sur Image quand Arrêt sur Image c'était encore une émission sur France 5. Et en fait, il voulait relancer un peu ça. Touche pas à mon poste, c'est pour le poste de télé. En fait, il voulait parler des médias, ce que fait donc Arrêt sur Image depuis bien plus longtemps, mais il le faisait dans un format complètement différent. Mais l'idée à la base, c'était de parler de médias, de culture, Internet aussi qui se lançait en même temps, de pop culture. Et c'était beaucoup regardé par les jeunes en fait. Hanouna, à la base, c'était pas quelqu'un du système Bolloré. C'est quand Canal a racheté CNews qu'il l'est devenu et qu'il est complètement rentré dans le rang. Mais ça a amené toute une autre population qui regardait TPMP parce que c'était drôle, parce que c'était du clash, parce qu'il racontait n'importe quoi, parce qu'il montrait son cul aussi pendant un moment. Ouais. Donc, en fait, c'était aussi... Pardon ? Ah Il oui. soufflait dans le cul des chiens. Ouais. Ah oui, oui. Bah, Jean-Baptiste, il est vraiment pointu. J'ai la rêve. Et C'est voilà. un journaliste d'investigation. Hein, donc oui, ça a vrillé. Oui, bien sûr, c'était Oui, pas mais du tout c'est le encore projet un de autre départ. public. Ouais, bien sûr. Encore un autre public qui a vrillé avec Hanouna en fait. Ouais. Et puis Hanouna, et pour le coup, il sait faire parler de lui, donc il sait aussi faire monter la sauce quand il y a besoin. Quoi. Est-ce que dans le public, il y a des questions ou pas du tout? Est-ce que vous êtes réveillé? Non, ça va, c'est toujours un petit peu long avant la première question. Vas-y, attends, je vais venir. Avant, je faisais ça, j'allais poser des questions aux gens comme ça, je tendais le micro à des gens. Vas-y, c'est qui toi ou toi? Allez, vas-y. Comment tu t'appelles? Sarah. Quelle est ta question, Sarah? Alors déjà, merci pour vos échanges, c'était passionnant. Moi, j'ai une question parce que lors de vos interventions, on a beaucoup parlé des sondages et du fait qu'ils alimentaient beaucoup les médias, les échanges, Pascal Praud, entre autres. Ça. Et en fait, je voulais savoir s'il y avait une corrélation entre l'émission de ces sondages et... s'il y avait des rapports entre ces sondages et ces fameux médias. Est-ce que c'est documenté? Est-ce qu'on sait qui sont les commanditaires de ces sondages? Ah, tu veux dire les sondages qui passent sur CNews quand il dit il y a 80% de... Oui.
Est-ce que... Pourquoi ça? Parce que ces sondages, ils sont volontairement polémiques. Et on peut se demander si ce n'est pas seulement de l'instrumentalisation. Est-ce que vous avez la réponse à cette question? Qui commande ces sondages souvent clivants Qui possède les instituts de sondage? Voilà. Nous, on voudrait faire une enquête là-dessus parce qu'il nous semble quand même qu'il y a 2 de ces grands milliardaires qui possèdent maintenant des instituts de sondage. J'ai pas gratté, je ne sais pas, mais je crois que c'est le cas. Et clairement, je pense que dans leur panoplie d'atouts pour influencer l'opinion, clairement, il y a les médias. Il y a les agences de désinformation comme Progressif Média pour Vivendi. Et puis, il y a effectivement les instituts de sondage parce que clairement, selon comment tu poses les questions, à quel moment tu les poses, à qui, c'est évident que tu vas obtenir le résultat que tu veux. Je crois qu'actuellement, on nous a expliqué que l'homme politique le plus populaire de France de très, très, très loin, d'après les sondages, c'est quand même Édouard Philippe, surtout depuis que ses cheveux repoussent. Donc, je pense que là, les sondages, effectivement, sont intéressants. C'est vraiment une arme d'intoxication de l'opinion, à mon avis, massivement, quoi. Ouais, il y a aussi, je crois qu'il y a d'ailleurs un de ces instituts de sondage dont le nom m'échappe là sur l'instant, mais je crois qu'il y en a un que Bolloré possède. Et CSA, on nous dit. c'est ça. Voilà, merci. Wow, 44%, ça c'est chiffré et tout. Source, un gars avec une écharpe dans le public. Monsieur, êtes-vous Vincent Bolloré? Parfait. Très bien. Et, Ok. ouais, cet institut de sondage, en fait, c'est vrai qu'il faut un peu regarder ses méthodes. Par exemple, moi, j'ai le souvenir d'un sondage qui avait été commandé au moment du vote et du passage au 49.3 de la loi immigration, la loi Darmanin, où je crois même le jour même du vote ou même quasiment 24 heures avant l'activation du 49.3, on avait un sondage qui disait 70% des Français sont favorables à la loi immigration. Ouais. Donc il y a quelque chose de... Et en fait, quand on regarde dans le détail, effectivement, c'est sur des échantillons extrêmement réduits. On peut pas clairement scientifiquement, en tout cas, c'est pas du tout une méthodologie éprouvée. On peut pas en tirer beaucoup de conclusions. Enfin, en tout cas, on peut pas considérer qu'un échantillon aussi réduit est représentatif de la population française. Donc voilà. Et plus récemment, sans parler des instituts de sondage que possède Vincent Bolloré, il y a le sondage qui a beaucoup tourné là sur les Français sont-ils encore Charlie. Et par exemple, on a ce chiffre qui a beaucoup été mis en avant de les sympathisants insoumis sont plus trop Charlie. Voilà. Oui, c'était les jeunes, les insoumis et les musulmans. Et les musulmans, exactement. Et quand on regarde par exemple le sondage dans le détail réalisé par l'Institut Jean Jaurès, et ben il y a une petite astérix qui dit la partie qui porte sur les musulmans. Je crois que c'est un échantillon d'à peine 100 personnes et eux-mêmes demandent à ce qu'on prenne des précautions et disent ces résultats ne sont pas éprouvés, on ne peut pas en tirer de conclusion. Bon, ça ne les empêche pas de les mentionner, mais ils disent eux-mêmes il faut faire attention. Et évidemment, ça a été repris sans aucune forme de distance par tous les médias, quoi. Pauline, je te voyais regarder sur ton téléphone. Est-ce que tu fais ta liste de courses ou est-ce que tu étais en train d'enquêter? Pour le coup, ça n'a pas un lien direct avec Bolloré, mais sur les instituts de sondage, c'est vrai que parfois, il y a des biais avérés. Là, récemment, mon collègue Loris Guémard revenait sur le fait que tu as 2 instituts de sondage différents qui s'appellent l'IFOP et Opinionway. Il y en a d'autres qui a l'Ipsos, il y en a plein d'autres qui, eux, ont posé cette question, mais ces 2-là avaient décidé de ne pas poser aux Françaises et aux Français à qui sondaient la question de la démission d'Emmanuel Macron. Et ils l'ont reconnu, en fait, qu'ils ne voulaient pas poser cette question. Donc voilà, même au-delà du système Bolloré, en fait, c'est aussi ça le problème, c'est que quand tu as plusieurs médias qui, non seulement fonctionnent en circuit fermé et projettent leur idéologie politique dans tous ces médias et dans le débat public, en fait, le reste suit et on se retrouve avec des médias qui non seulement s'autocensurent ou alors sont obligés d'essayer désespérément, comme on le fait dans nos 3 médias et dans plein d'autres médias indépendants, d'introduire d'autres sujets qui ne sont pas l'immigration, qui ne sont pas l'insécurité, qui ne sont pas l'extrême droite dans le débat public, mais c'est de plus en plus difficile en fait. Et du coup, ça me donne l'idée d'une autre question. Mais qu'est-ce que fait l'Arcom? Quel est le rôle de l'Arcom dans ce cas-là? Parce que là, on est clairement sur de la manipulation, même de la manipulation de chiffres, sur de la fake news. Est-ce que l'Arcom a encore un pouvoir à ce niveau-là?
Bah, récemment, justement, le mandat de Roch-Olivier Metz, donc l'actuel président de l'Arcom, arrive bientôt à son terme, je crois, au début du mois de février. Il a donné quelques interviews dans la presse pour faire le bilan de son mandat. Il dit bon, voilà, on aura toujours une critique à formuler à l'Arcom. Ça résonne un peu. Ouais. Pardon. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, par exemple, quand on regarde, on peut se dire, ouais, l'Arcom a fait son job, ils ont viré C8, ils n'ont pas renouvelé la fréquence de C8, mais quand on regarde quand même d'un peu plus près, la principale machine idéologique de Vincent Bolloré, vraiment le navire amiral de sa bataille idéologique, qui est CNews, s'est vu renouveler son agrément par l'Arcom. Et selon les règles de l'Arcom, il ne peut exister, en tout cas sur un canal TNT qui est quand même un canal public, donc qui nous appartient à toutes et tous, qui est mis gratuitement à disposition par les services de l'État aux chaînes, moyennant quelques obligations évidemment. Et cette convention dit qu'il ne peut exister de chaîne d'opinion. Et il est une évidence pour tout le monde que CNews est une chaîne d'opinion. Alors comment t'analyses ça, toi? Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu t'es dit il vire C8 et pas CNews? Est-ce qu'il y a des pressions? Est-ce qu'il y a des négociations? Pas qu'on ait réussi à documenter en tout cas, mais ce qu'on peut percevoir, c'est qu'évidemment il y a une manière aussi de manier un peu la chèvre et le chou, c'est-à-dire voilà, on vous a enlevé C8, mais on va pas aller trop loin, parce que aussi c'est comme ça que Vincent Bolloré réussit à tenir un peu tout l'écosystème des médias, c'est que par Canal+, il est le principal argentier du cinéma français, et donc forcément c'est un peu l'arme nucléaire qu'il a cessé de brandir, c'est de dire vous nous coupez nos chaînes gratuites, on coupe les financements au cinéma. D'ailleurs, si vous l'avez peut-être remarqué pendant la campagne des législatives anticipées, là, il y a très très peu de célébrités du cinéma français qui se sont exprimées, justement parce qu'en fait derrière il y avait la menace de Bolloré. Oui, il y a très très peu d'acteurs et actrices qui se positionnent. Ouais. Moi, ça va, je suis très mauvais acteur, donc je peux me positionner. Je peux dire que Bolloré est un connard, ça m'enlève pas des rôles. Il y avait une blague sur les réseaux sociaux parce que un des seuls qui réagissait à des trucs, c'était Pierre Ninet, mais uniquement avec des emojis. Okay. Tout le monde commençait à se rendre compte qu'en fait, c'est parce qu'il pouvait pas parler, qu'on lui avait interdit de parler. Indirectement, mais sa com avait dû dire bon, tu dis rien, et donc il parlait avec des emojis. Bolloré achète beaucoup de monde. Faut pas oublier qu'il emploie régulièrement des politiques pour l'aider à faire du business en Afrique, etc. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui achète la place, qui achète Paris, qui achète les silences aussi. D'après une enquête de RSF qui va bientôt sortir, il y aurait près de 700 journalistes ou anciens employés des médias Bolloré qui ont été poussés vers la sortie, qui ont été contraints à signer des clauses de silence. Donc là, on achète massivement une espèce d'omerta. Donc voilà, évidemment, l'Arcom ne fait pas son boulot. Toi, tu as eu ça, pardon, titre perso? Donc là, tu n'as plus le droit d'en parler. Alors moi, je vais pouvoir parler parce que moi, je suis non, je peux le dire. Vas-y. Oui, voilà. Moi j'ai signé une clause de silence. Qui est toi? Moi, ils m'ont forcé à signer une clause de silence avant de sortir. Alors je leur dis, mais j'ai pas besoin. Je veux juste que vous me sortez dans le plan social. Je vais trouver autre chose, etc. Ils m'ont dit, ok. Au bout de 5 ans de bagarre, 5 ans de bras de fer dans un placard, avec des procès à la clé, ils m'ont dit bon bah ok, on te met dans le plan social, on n'en peut plus, t'es trop chiant. J'ai fait super, j'ai gagné, tu vois. Et donc tu dis à ta compagne bah ça y est, je vais sortir enfin, ma vie va évoluer, machin. Et à la fin ils te font ah mais on t'a pas dit, il faut quand même signer l'accord de silence. Tu dis mais j'en ai rien à foutre de votre accord de silence. Bah si tu le signes pas, tu sors pas. Ça peut encore durer 15 ans. Donc comme voilà, c'était 2022, je voulais faire un truc sur le bilan du quinquennat Macron, je suis sorti. Et voilà, ils achètent le silence. Moi c'était 150 000 €, tais-toi. Et voilà, bon je suis sorti, j'ai quand même fait un bouquin et voilà. Donc après il m'a demandé l'argent, donc maintenant il faut lui rendre. Mais c'est comme ça que ça marche quoi. Tu vas faire comment d'ailleurs? Bah, j'ai gardé les sous. Abonnez-vous à Off Investigation. Ça urge. On va faire une cagnotte litchi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, j'arrive. Hop là. Quel est ton prénom? André. André, est-ce que tu as une question? Oui, tout à fait, pardon. Non, la question, c'est que du coup, effectivement, Bolloré, c'est une grosse machine en cercle clos. Vous avez aussi parlé du fait que FM est en train, du coup, de recruter des gens qui ressemblent aux chroniqueurs de CNews, histoire de commencer un peu à faire du CNews parce que ça marche. Il y a aussi le service public, on va être ce soir, où ils viennent de recruter un peu un chroniqueur un peu populiste, un peu bien de droite, pour essayer aussi de rattraper un peu le chaland. Est-ce que la question
question, c'est aussi le manque de contre-pouvoir à Bolloré, outre le fait qu'il a énormément de thunes. Est-ce que c'est pas aussi qu'il y a beaucoup de passivité en face et qu'on n'arrive pas en face à donner une autre vision du monde et une autre vision du journalisme, même dans le service public, même dans d'autres acteurs privés. Voilà, c'est aussi un peu ça ma question. Comment on arrive à faire en sorte que vous, en tant que média indépendant ou d'autres, arrivent à faire contre-pouvoir à la télé et ailleurs? Quand est-ce que vous soufflez dans le cul d'un chien pour faire de l'audience? On a un peu du mal à faire contre-pouvoir, mais c'est vrai que moi je dirais même une immense complicité politique. Parce qu'à un moment donné, ces milliardaires, on peut les critiquer, mais comme c'est open bar et qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et qu'il n'y a pas de règles en France, moi je serais eux, franchement, j'en profiterais. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas voté pour Vincent Bolloré ou les autres. Nous, on vote pour des députés et des présidents quand on vote. Donc en fait, ils sont où, eux? C'est eux qui nous représentent. Donc qu'est-ce qu'ils font? En fait, Macron est dans une complicité absolue avec tous ces milliardaires, y compris Vincent Bolloré. Tous ces ministres ont table ouverte pour aller s'exprimer dans le JDD toute la journée. Enfin, il y a vraiment une stratégie de droitisation avec laquelle le président actuel est complètement en accord, quoi. Ouais, c'est vrai. Enfin, voilà, tu l'as fait, Guillaume, avant moi, mais je vais quand même le refaire. Abonnez-vous si vous voulez. Donner de la force. Ah, non, t'as pas. Il a dit abonnez-vous à J'ai dit Mediapart. abonnez-vous. Il a été censuré immédiatement. Mais ouais, mais c'est sûr que si on regarde le service public, c'est vrai que quand on regarde un peu l'état-major du service public, donc Delphine Ernotte et puis aussi les dirigeants de la radio publique, Sybille Veil, on se rend compte que leur entourage proche en témoigne. Ils sont absolument tétanisés par les critiques qui viennent notamment des médias Bolloré. Donc, par exemple, n'ont de cesse de rappeler que France Inter, c'est un média de gauche qui n'invite que des gauchistes. C'est le truc qu'on répète depuis. J'ai pas d'avis moi là-dessus, donc. Mais voilà, c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire, France Inter n'en fera jamais assez pour prouver à ces gens-là que non, ils sont relativement neutres, qui sont pas de gauche. Et pourtant, ça reste quand même quelque chose qui est dans l'esprit des dirigeants de l'audiovisuel public et qui dirige en partie leur action. Voilà, le cas de Guillaume en est la preuve vivante, mais il y a plein d'autres cas. Il y a des émissions, par exemple, qui racontent un peu les luttes sociales qui ont aussi disparu de France Inter. Sur les médias publics, on regarde un peu le profil un peu des journalistes qui sont censés porter la parole, faire les porte-paroles entre guillemets du peuple dans les émissions de débat politique. C'est des gens qui viennent, c'est pas une critique, mais voilà, des gens comme Dominique Seux qui viennent des Échos, voilà, en fait, on dit pas qu'il faudrait pas qu'ils existent, mais peut-être qu'un peu de diversité, un peu plus de diversité, ce serait pas mal, quoi. Et à l'inverse, il y a aussi une force de frappe dans les médias Bolloré, mais comme dans d'autres médias, mais les médias Bolloré vraiment l'utilisent à dessein pour desservir politiquement le débat public, en fait. Et pour nous, c'est difficile de se faire entendre par rapport à ça. Déjà parce que des médias indépendants, ça ne dépend que de vous. Donc je vais la refaire une troisième fois au cas où c'est pas. Donc abonnez-vous, et pas que à Mediapart, abonnez-vous aussi à Arrêt sur Image, à Off Investigation. Mais en fait, si c'est aussi nécessaire, c'est parce que nous, on n'a pas cette force de frappe. La force de frappe, c'est les dons, les abonnés. Et je pense à ma collègue Nassira El Moadem, qui présente une majorité des émissions d'Arrêt sur Image. Elle a été harcelée par tout ce système Bolloré après avoir pris la parole sur Twitter en mai dernier. Ça a duré une semaine et elle a reçu des menaces de mort. Il y a eu plusieurs débats sur CNews et dans d'autres médias Bolloré qui étaient uniquement sur elle. Ouais, c'était vraiment. Faut-il laisser la parole à cette journaliste? Et donc, ils ont attiré l'attention de toute une partie. De la fachosphère déjà, et puis de toute une partie de l'extrême droite, y compris des députés qui ont appelé à son harcèlement, des députés d'extrême droite et du RN évidemment. Et en fait, ils ont cette force de frappe que nous, on n'aura jamais. Nous, si on dit Bolloré, il est méchant, donc déjà tout le monde est au courant. Même lui, il dit ouais, carrément. Lui, il est là, genre yes, je le savais. Non, mais en fait, tout ce que nous, on peut dire aura jamais autant de force et aura jamais autant de poids parce que financièrement, on n'a juste pas les moyens d'être CNews. Et en fait, eux, derrière, arrivent à... quand ils portent leur attention sur nous, c'est pour déchaîner une violence gigantesque en fait, et qui est pas juste une violence. On parle pas juste de
de verbal. Enfin, nous, on a eu peur pour Nassira pendant plusieurs semaines. Et c'est régulier. Enfin, il y a d'autres journalistes qui ont déjà eu affaire. Alors, bon, Mediapart, vous êtes des voyous, tout le monde le répète. Et c'est pas que Claude Guéant. Régulièrement sur CNews, on répète que Mediapart, c'est tous. Ouais, c'est une officine, ouais. voilà, ouais. Mais alors, question un peu provoque, mais est-ce que c'est pas la preuve de leur faiblesse, ça, s'ils ont à ce point peur de telle ou telle enquête, tel ou tel clown, comme on disait pour les Guignols de l'info, ou tel journaliste? C'est la réflexion qu'on se faisait avec Pauline avant de venir, c'est que on a une chance quand même, c'est que les journalistes qui travaillent pour ces médias-là, enfin en tout cas ceux qui ont le vent en poupe, les Pascal Pro et compagnie, on a la chance que ce soit pas tout à fait des journalistes et qui sont pas de très bons enquêteurs. On imagine si c'était des bons enquêteurs, je pense qu'on serait déjà tous au cachot. Il y a des trucs, ouais. Parce qu'il y a des trucs à découvrir sur vous, c'est ça? Ok. Ouais. Peut-être, mais Non, voilà. énormément. Non, mais c'est vrai qu'il y a Ouais. pour le coup, en fait, pour avoir échangé avec quelques-uns des figures de proue des médias Bolloré, en fait, ils ont cette idée que pour eux, le journalisme n'existe pas. En fait, il s'agit simplement d'une confrontation de points de vue. Nous, on est de gauche et eux, ils sont de droite. Et au milieu de tout ça, il n'y a pas réellement de faits, il y a juste des divergences d'interprétation d'une même réalité. Et non, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a quand même des faits, il y a la démocratie des faits, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse s'entendre. Il faut qu'il y ait un consensus minimal sur les faits pour qu'on puisse discuter ensuite et qu'on puisse trouver des solutions politiques. Et justement, l'objectif des médias Bolloré, c'est d'empêcher ça, c'est de créer une telle confusion que les gens soient plus en capacité d'identifier qu'est-ce qu'un média fiable, qu'est-ce qu'un média pas fiable, que les gens en fait se disent bah non, par exemple sur l'affaire récemment pour laquelle le Rassemblement national a été jugé, donc l'affaire des assistants parlementaires, bah en fait au fond tout ce que la justice tout ce sur quoi la justice a enquêté pendant toutes ces années, c'est rien d'autre que des juges rouges qui ont envie de faire la peau à Marine Le Pen. Et c'est encore, par exemple, le cas sur le procès Sarkozy qui se fait en ce moment même. Donc, au fond, en fait, même quand on arrive à documenter des choses, il y a toujours une remise en question qui va sur le terrain non plus des faits, mais au fond, c'est rien d'autre qu'une confrontation de points de vue, quoi. Je voulais rebondir sur ce que tu disais à propos de flouter la réalité, en fait, de faire comme les faits n'existent plus. C'est malheureusement quelque chose qu'on a aussi vu se produire de façon très concrète quand en 2016 on a eu la première élection de Donald Trump qui avait passé la campagne à crier fake news, fake news. Ben là, il est de nouveau à la Maison Blanche et ça sent très très mauvais pour les États-Unis et pour la démocratie aux États-Unis particulièrement, justement parce qu'en fait, bon, d'abord il y a eu son premier mandat où il a traité la presse, il s'est comme c'était horrible pour les journalistes qui n'étaient même plus c'était même plus juste crier fake news et dire tout le temps des mensonges, mais vraiment inonder la zone de merde. C'était l'expression de Steve Bannon qui était son conseiller à l'époque, qui l'est plus maintenant, mais qui continue à travailler en sous-main pour les Trumpistes. Et donc non seulement il a inondé la zone de merde pour que les médias savent même plus quoi traiter tellement il y avait de trucs tout le temps et il passait ses nuits à tweeter des trucs débiles, parfois même littéralement des mots qui n'existaient pas. Et en fait maintenant, ensuite, il a perdu en 2020, mais il a continué cette idée que l'élection, elle avait été truquée, et puis les médias, ils étaient tous à la botte de Biden de toute façon, ils avaient été achetés, et il a continué à sous-entendre qu'en fait, la vérité n'existait pas, que les faits n'existaient pas, et que les médias de toute façon étaient des vendus. Et on voit le résultat, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'on aimerait ne pas en arriver là. Jean-Baptiste, le mot de la fin. C'est gentil, un petit mot sur... J'aurais voulu vous dire un truc positif qui nous faisait faire la fête, mais je vais vous dire un truc un peu plus nuancé. Je pense que la propagande d'extrême droite va s'aggraver en France. Pourquoi ? Parce que la poignée de milliardaires qui observent actuellement Vincent Bolloré, au fond, l'observent avec beaucoup de fascination. Je pense notamment à Bernard Arnault, mais pas que. Ça les fascine. Ils sont quand même tous globalement plutôt à droite. Simplement, ils n'osaient pas trop. Et là, ils voient un mec breton qui ose tout. Et en fait, ça se passe super bien, quoi. Donc, je pense qu'ils vont tous oser. Par ailleurs, les gens les plus subventionnés en France, les propriétaires de presse les plus subventionnés, c'est pas les médias indépendants qui n'ont pas de thunes, c'est les 5 ou 6 milliardaires qui sont copains avec Macron. Hein. C'est des, je sais pas, 80 millions d'euros
d'euros par an. Enfin, tu connais le chiffre, mais c'est énorme. C'est notre argent, votre argent, qui subventionne ces milliardaires pour nous faire de la propagande et nous laver le cerveau. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Et enfin, de mon point de vue, l'audiovisuel public n'est pas assez au rendez-vous, et parce qu'il y a des pressions économiques très fortes, ça ne vous a pas échappé que Macron a supprimé la redevance, et parce qu'il y a aussi des pressions politiques très fortes sur la patronne de France Télé. Donc pour toutes ces raisons, à mon avis, le seul truc qui peut nous sauver, c'est que la population de ce pays se demande systématiquement face à des médias qui paye les journalistes. Il n'y a pas 250 questions. Qui les paye? Soit en gros, c'est les annonceurs publicitaires, Bernard Arnault et les autres, et c'est compliqué. Soit ça passe par un filtre politique très étroit sur l'audiovisuel public, ça pose aussi question. Soit c'est directement les citoyens, qu'ils soient de droite ou de gauche, tout le monde a le droit d'avoir ses idées. Simplement, si c'est les citoyens qui payent les journalistes dans des médias qui marchent sur abonnement ou sur don, à mon avis, c'est un peu plus sain journalistiquement. Merci Jean-Baptiste. Donc abonnez-vous à Off Investigation. Merci Jean-Baptiste Rivoire. Abonnez-vous à Arrêt sur Image. Merci Pauline Bock. Et abonnez-vous à Mediapart évidemment. Younes Abzouz. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci à vous. Ce n'est pas terminé. La soirée continue. Merci. On se rejoint au bar, boire des coups. Merci à toi, Kiki. Merci beaucoup.